Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Mokka A. La transmission de l'Opel Mokka révèle son origine coréenne. Premièrement, il n'y a pas d'embrayage Haldex dans la transmission de l'essieu arrière, mais il y a un simple embrayage électromagnétique, comme c'est l'habitude sur les voitures de l'Est. Deuxièmement, vous ne trouverez pas ici la « merveilleuse » boîte de vitesse F17. Elle est remplacée par la D16 coréenne, un clone de la boîte de vitesse F16 de longue date et durable, qui a très bien fait ses preuves. Sinon, tout est plus ou moins typique. Le 6T40 en transmission automatique est proposé en tandem avec les moteurs A1.4 NET et A1.8 XER, et le M32WR à 6 vitesses est disponible pour les moteurs diesel et essence suralimentés. Dans l'ensemble, ces combinaisons sont encore meilleures que celles de l'Astra J dans tous les cas. La transmission automatique avec un moteur de 1,8 litres est sensiblement moins chargée, ce qui signifie qu'il y a moins de problèmes. Les Européens et nos rares propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 1,6 litres vivent nettement plus sereinement avec une mécanique coréenne simple et fiable. La partie mécanique de la transmission, arbre, joints homocinétiques, arbre de transmission, est assez fiable. Le roulement extérieur de l'essieu moteur droit nécessite une attention régulière. Sur les voitures citadines, il fait trop chaud à cause de l'échappement serré, après quoi du lubrifiant s'en échappe. De nombreux cas ont été observés où cette unité commence à faire du bruit à des kilomètres inférieurs à 50 000 km, il vaut donc la peine de la vérifier lors de l'achat. Les arbres de transmission et la boîte de vitesse arrière des véhicules à traction intégrale ne nécessitent pas non plus d'attention particulière. Mais l'embrayage BorgWarner NexTrack sur les voitures plus anciennes peut déjà se faire sentir. Avec une utilisation active de la transmission intégrale, ce qui est assez typique du fonctionnement hivernal dans notre pays, la quantité de contamination par les produits d'usure à l'intérieur de la carrosserie devient critique après 3 à 4 ans de fonctionnement. Ainsi, très probablement, cette unité devra être reconstruite avec nettoyage et remplacement du lubrifiant. Et souvent également en reconfigurant l'espace dans le pack d'embrayage. Le pack d'embrayage lui-même est généralement tout à fait fonctionnel, mais si la situation est négligée, l'isolation de l'électroaimant et les roulements avec joints seront endommagés. Si la voiture a également roulé dans des eaux profondes, il y aura des dégâts à l'intérieur et il peut être nécessaire de restaurer le boîtier et les sièges de roulement de l'unité. Et bien sûr, changer le système électrique et les embrayages. Le plus souvent, l'unité de commande d'embrayage tombe en panne. Il est situé sous le fond, à côté du raccord, et souffre beaucoup de la saleté et de l'humidité. Mais ces problèmes se résolvent généralement assez simplement, en nettoyant les connecteurs et en remplaçant le câblage. Les transmissions manuelles D16 et M32 sont assez fiables. Bien sûr, le D16 laisse échapper de l'huile par toutes les fissures et le M32 peut avoir des problèmes avec les roulements de l'arbre secondaire et le différentiel, mais cela n'arrive pas si souvent. Et les moteurs n'ont pas assez de couple pour poser des problèmes, si vous ne vous laissez pas emporter par le réglage des moteurs turbo. Prenez simplement pour règle de changer l'huile de votre transmission manuelle tous les 60 000 et vérifiez régulièrement l'état et le niveau du bouchon magnétique. La transmission automatique de la série 6T40 est une conception plutôt problématique, mais en combinaison avec un moteur atmosphérique de 1,8 litres, elle fonctionne bien et se sent même bien avec le 1.4 turbo. Mais les défauts de conception interne se révèlent inévitablement après un parcours de 100 à 150 000 km. Dans tous les cas, les à-coups lors de la commutation 3, 4, 5, 6 indiquent des problèmes avec le ressort ondulé, qui entraîneront soit la réparation du tambour 213 550, soit la pose d'un insert de réparation. Si vous ignorez le premier appel, alors, très probablement, l'ensemble du train planétaire 213 580 et un tas d'autres matériels seront remplacés. Le kit solénoïde a également une durée de vie limitée, tout comme le plateau hydraulique et les bagues. Et bien sûr, la garniture de blocage du moteur à turbine à gaz s'use. Alors, avec un kilométrage de plus de 150 000 km, n'hésitez pas à compter sur une refonte majeure de la boîte. Dans un monde idéal, il peut parcourir 250 voire 300 000 km sans intervention majeure. Mais ici, vous savez, il fait froid la majeure partie de l'année, chaud l'été, sale, et il y a aussi des embouteillages dans les villes. Et quel Russe n'aime pas conduire vite ? Même s'il a acheté une voiture avec un moteur atmosphérique de 1,8 litres mort, pressé par l'écologie, au point de perdre complètement la dynamique. En général, il n'y a aucune chance de conduire 300 000 personnes.
Les unités sous contrat ne vous aideront probablement pas. Les moteurs de l'Opel Mokka sont tous connus des fans de la marque depuis longtemps et il n'y aura pas de surprise particulière ici. Le modèle le plus courant est bien entendu le 1.8 à 1.8 XER à aspiration naturelle, également connu sous le nom de Z18 XER. Dans l'entraînement de distribution, il y a une courroie, des déphaseurs, une longueur variable du collecteur d'admission, un collecteur caténaire et un échangeur de chaleur aux huiles. Le principal problème de ces moteurs réside dans les longs intervalles de vidange d'huile standard, la mauvaise qualité de fabrication d'un certain nombre de composants et notamment du système de refroidissement. Sinon, c'est un moteur très agréable dans tous les sens, en termes de durée de vie et de puissance. Certes, avec le firmware d'origine Euro 6, la voiture tire comme ça, mais il existe des firmwares alternatifs qui, bien qu'ils ne fournissent pas de puissance supplémentaire, ajouteront de la traction à basse et moyenne vitesse. Et faire monter ce moteur en régime sera bien plus amusant. Le moteur 1.4 turbo à un 4 NET est nettement moins courant. Ce moteur est complètement différent, bien qu'il ait la même puissance, 140. La popularité relativement faible est due à deux facteurs. Le manque d'équipement pour ce moteur à transmission intégrale et transmission automatique et les soucis concernant la turbine. C'est dommage que les soucis soient si grands, la traction et la dynamique avec ce moteur sont sensiblement plus élevées, et la consommation est moindre. Et les difficultés, en général, sont toujours les mêmes. Intervalle de vidange recommandé long et mauvaise qualité de fabrication de certains composants. Les moteurs diesel ne sont pas du tout populaires, bien que le moteur de la série Isuzu Circle L1.7 soit considéré comme l'un des moteurs les plus performants et soit largement utilisé dans les voitures d'autres marques. Le moteur atmosphérique de 1,6 litres est structurellement identique au 1,8 litres. Cela signifie qu'il a très peu de puissance et de couple, une ressource légèrement plus courte et aucune dynamique du tout. Alors ne regrettez pas que nous n'ayons pas officiellement vendu de voiture avec, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin d'un tel moteur. Moteur atmosphérique de 1,8 litres, pas mal du tout. Mais lorsque vous achetez une voiture avec, vous devez faire attention à un certain nombre de systèmes. Tout d'abord, au démarrage, faites attention au taraudage des déphaseurs. Un temps long pour que les phases atteignent le mode de fonctionnement indique un mauvais état des vannes de régulation, une contamination de leur tamis, une faible pression dans la conduite d'huile ou une défaillance des raccords du régulateur eux-mêmes. Vérifiez soigneusement l'absence de fuite d'huile dans le moteur. Il y a un échangeur de chaleur aux huiles sous le collecteur d'échappement et les joints qu'il contient sont sujets aux fuites. En cas de panne, l'huile pénètre dans l'antigel, obstruant le système de refroidissement et détruisant éventuellement tous ces éléments en caoutchouc. Avec une « chance » relative, l'huile se déverse simplement sur le sol et sur le collecteur cathodique. Il est peu probable que vous brûliez, mais l'odeur sera désagréable et la perte d'huile en soi n'est pas un cadeau. Indirectement, une telle nuisance indique que les propriétaires ne font pas chauffer le moteur lors des démarrages à froid. Cet appareil est sensible à la pression d'huile de fonctionnement. Eh bien, tourner le moteur à froid est un moyen sûr d'accélérer la révision. Les fuites des joints SPI et des couvre-culasses sont un phénomène assez typique. Ici, le système de ventilation du carter est organisé très simplement, à l'ancienne. Et ça se bouche régulièrement, et ça marche coup-ci coup-ça. On trouve des voitures avec une valve PCV dans le système, mais pas souvent. Leurs moteurs sont sensiblement plus secs, mais la soupape elle-même tombe parfois en panne, augmente la consommation d'huile due au gaspillage et provoque la contamination du collecteur d'admission. L'augmentation du bruit du moteur après 60 000 à 80 000 km est un phénomène courant. Les jeux des soupapes ici ne sont pas aussi stables que dans de nombreuses autres voitures, et l'intervalle d'inspection devrait être réduit à au moins ces 60 000 km. Souvent, les réglages nécessitent littéralement une ou deux vannes et l'opération est peu coûteuse. La ressource 4 collector est assez décente. Si vous n'abusez pas des démarrages hivernaux et du réchauffement automatique, elle survivra jusqu'à 200 000 km, surtout si la voiture n'a pas mangé d'huile. Une autre surprise vous attend dans le collecteur d'admission sous la forme de soupape qui change de géométrie et d'une couche de bout d'huile. Les amortisseurs se bloquent, leur entraînement casse et les bouts ne permettent pas au moteur de respirer pleinement. En général, après des centaines de milliers, une opération de retrait et d'inspection complète de l'unité est recommandée, sinon vous ne pouvez pas vous attendre à une dynamique complète du moteur. Les moteurs n'ont pas encore rencontré de difficultés électriques, si ce n'est que le module d'allumage est plutôt faible. Mais potentiellement le câblage n'est pas le meilleur,
les cerveaux surchauffent et un problème très désagréable apparaît avec des contacts cassés dans la carte céramique. Cela se produit sur les anciennes Astra H équipées de ces moteurs, mais peut-être que je vous fais peur en vain, et ces problèmes ont été résolus. Mais les vases d'expansion qui éclatent sont un signe du modèle. Le système de refroidissement lui-même fuit également fréquemment et fortement. La raison en est que ce moteur a une température de fonctionnement assez élevée, ce qui affecte à la fois la durée de vie du groupe de pistons et la durée de vie des pièces en plastique. Si vous souhaitez réduire les risques, installez un thermostat pour les moteurs à 1,6 LET. Une température de fonctionnement de 90 degrés améliorera la dynamique de la voiture après échauffement et réduira les risques. Le thermostat lui-même de l'A18 XER est conçu pour 106 degrés et a tendance à perdre son étanchéité, donc avec le temps, la température de fonctionnement chute jusqu'au même 90 degrés, mais le temps de préchauffage augmente également, ce qui n'est pas du tout bon. L'A14 NET turbocompressé est construit sur un bloc complètement différent avec une chaîne de distribution et est très différent de celui à aspiration. Mais les difficultés sont à peu près les mêmes, sauf qu'il n'y a qu'un seul régulateur de phase. La chaîne a une durée de vie d'environ 100 000 km, mais son remplacement est plus coûteux qu'une courroie. Et bien sûr, il y a une turbine. Il ne faut pas avoir peur des turbines. La partie chaude a une légère tendance à se fissurer, mais c'est tout. Il faut juste être prudent dans les flaques d'eau, surtout en marche arrière. La valve de contrôle de suralimentation doit être remplacée préventivement après des centaines de milliers de kilomètres pour éviter les problèmes de sous-gonflage et de surgonflage. Le moteur à piston résiste mal aux détonations et aux coups de bélier, mais sinon il est plutôt bon. Il n'est pas sujet à la coquefaction et peut résister à la puissance avec une petite marge. Malheureusement, une mauvaise essence, des radiateurs et un refroidisseur intermédiaire sale peuvent avoir les conséquences les plus graves. Le système de refroidissement ici est également plutôt faible, mais en gros, tout se passe avec un vase d'expansion et une pompe qui fuit. En général, le moteur est également très fiable, mais il faut tenir compte du fait qu'il nécessite un entretien plus qualifié que n'importe quel moteur atmosphérique, et le remplacement de la chaîne n'est pas bon marché et n'est pas inclus dans les règles d'entretien. C'est ici que sont épuisées les informations sur les problèmes de l'Opel Mokka. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.